Bonjour, soyez les bienvenus sur LCP pour voir ou revoir le meilleur de la semaine parlementaire. Dans cet épisode, on revient sur une audition qui a eu lieu en commission des affaires économiques. Alexandre Bompard, le PDG du groupe Carrefour, était auditionné sur la situation de son groupe, celle de la grande distribution. Tout cela sur fond de crise agricole et d'inquiétude des Français sur le pouvoir d'achat. Les questions ont notamment porté sur les modes de distribution et de consommation, les relations avec les filières de Carrefour, avec une question centrale, celle des prix. Bonne audition, à tout à l'heure. Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général, mes chers collègues, nous devons, avant de démarrer notre audition, procéder à une désignation de rapporteur sur la proposition de renouvellement envisagée par le Président de la République en application de l'article 13 de la Constitution de Monsieur François Jacq aux fonctions de président du conseil d'administration du Centre national d'études spatiales, le CNES. Je vous rappelle que l'audition de Monsieur Jacq est prévue le 8 avril prochain à 15h15. Dans le cadre et selon le tourniquet applicable à ces nominations, j'ai reçu du groupe La France Insoumise Nouveau Front Populaire la candidature de Monsieur Arnaud Saint-Martin. Monsieur Arnaud Saint-Martin, puisqu'il n'y a pas de manifestation particulière, est donc désigné rapporteur pour conduire ce travail. Nous avons le plaisir ce matin de recevoir Monsieur Alexandre Bompard, président directeur général du groupe Carrefour, qui est accompagné de Monsieur Laurent Vallée, son secrétaire général, et du directeur de cabinet, Monsieur Alexandre Chertok. Merci de votre présence à nos côtés, messieurs, ce matin, et bienvenue au sein de cette commission. Je rappelle que notre commission est mobilisée sur les questions de distribution et de pouvoir d'achat, et que nous avons déjà entendu au cours des derniers mois les dirigeants des groupes de la grande distribution tels que Leclerc, Casino, les Mousquetaires, société dont le président Thierry Cotillard était accompagné de celui de la plateforme Everest, et que nous recevrons aussi prochainement Monsieur Dominique Schelcher pour les coopératives U. Votre audition, Monsieur Alexandre Bompard, doit nous permettre d'aborder la situation et les perspectives de développement du groupe Carrefour, bien sûr, mais aussi plus largement, les questions d'évolution des modes et des modèles de distribution et de consommation, ainsi que les relations avec l'amont des filières, s'agissant notamment des produits alimentaires. Avant de vous céder la parole pour une quinzaine de minutes, je souhaiterais vous poser quelques premières questions. Quelles sont, selon vous, les évolutions survenues dans les modes de consommation en France depuis l'épisode inflationniste de 2022-2023, qui tente à s'inscrire dans la durée? Changement de comportement d'achat, recours aux ventes à distance, par exemple. Comment le groupe Carrefour intègre-t-il ces évolutions dans sa stratégie et contribue-t-il à la préservation du pouvoir d'achat des consommateurs dans notre pays? En 2025, le solde de la balance commerciale agroalimentaire française a atteint un point bas à seulement 200 millions d'euros. Au sein de vos magasins, diriez-vous que vous vous fournissez davantage qu'avant auprès d'entreprises étrangères? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Constatez-vous un différentiel de prix important entre les produits français, européens et internationaux? Le conflit en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz ont entraîné une hausse très importante des prix du gaz et du pétrole. Selon vous, comment et selon quelle temporalité cela va-t-il se traduire concrètement dans les prix de vente en France? Non seulement ceux des carburants, pour lesquels des hausses sont généralement vite répercutées, mais aussi ceux d'autres produits de consommation courante, agricoles ou industriels, dont la fabrication requiert de l'énergie. En effet, cette augmentation du coût de l'énergie pourrait conduire à une hausse des coûts de production pour vos fournisseurs. Par ailleurs, comment vous efforcez-vous de concilier dans le cadre de vos négociations commerciales la recherche de prix bas et la juste rémunération de vos fournisseurs, notamment en matière alimentaire, afin de préserver la rémunération des producteurs agricoles? Vous avez officiellement lancé en décembre dernier avec Coopérative U et le groupe allemand RTG International l'alliance d'achat Concordis. Quelle est la stratégie qui vous a guidé dans ces choix et quels objectifs fixez-vous à Concordis? Ce dispositif est-il en mesure de pousser les prix à la baisse et si oui, quels sont les effets attendus pour vos fournisseurs? Comment appréciez-vous l'effet de votre développement sur le maintien des commerces indépendants dans les centres-bourgs et quel engagement pouvez-vous prendre pour contribuer à préserver un tissu commercial équilibré des territoires? Et quelle complémentarité pouvez-vous identifier entre grandes surfaces et petits commerces de proximité? Monsieur le Président Directeur Général, je vous remercie par avance pour les réponses et les analyses que vous voudrez bien nous apporter et je vous cède la parole pour une quinzaine de minutes et comme à l'habitude, au sein de notre commission, nous entendrons ensuite les orateurs de chacun des groupes
pour 3 minutes maximum afin de vous laisser une bonne minute pour vous répondre et leur répondre. Puis nous entendrons les orateurs individuels pour 1 minute par question en vous invitant à répondre là encore à chacun d'entre eux en environ 1 minute de temps. Monsieur Alexandre Bompard, vous avez la parole et merci. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Puisque vous m'y autorisez, je vais effectuer une déclaration dite liminaire et nous essaierons ensuite avec Monsieur Laurent Vallée, secrétaire général du groupe, de répondre à vos questions. Je suis très heureux que nous prenions un temps pour parler du secteur de la distribution et de ses défis. La distribution française, j'en suis convaincu, est une richesse pour notre pays. Notre mission, et ça fait écho à une de vos questions, consiste à résoudre quotidiennement l'équation suivante. Maîtriser les prix de vente aux consommateurs, car au fond, notre mission principale, c'est d'être redevable du pouvoir d'achat des Français. Deuxièmement, bien rémunérer les producteurs, car l'amont doit être rémunéré et il faut sécuriser sur la durée les approvisionnements. Et enfin, garantir la qualité, car c'est notre responsabilité à l'égard des clients. Vous le savez, c'est un secteur productif en emploi de proximité qui ont la particularité d'être non délocalisables. Rien que chez Carrefour, nous réalisons 40 000 embauches par an et nous formons et employons des jeunes dans plus de 300 métiers. C'est aussi un secteur au contact de la réalité sociale dans les territoires. Pour vous donner une idée, chaque Français est en moyenne à moins de 8 minutes d'un magasin Carrefour. Nos magasins sont aussi bien en zone rurale que dans les quartiers difficiles et nos employés sont à l'image de nos clients et de leur territoire. Nous sommes des employeurs, vous le savez, de catégories sociales souvent défavorisées. Et nous sommes encore, toujours et d'ailleurs de très loin, le premier secteur de promotion sociale en France. C'est un secteur aux avant-postes des évolutions technologiques, sociétales, mais aussi des préoccupations environnementales. Au total, ce sont près de 10 milliards d'euros que le secteur investit chaque année dans la modernisation des magasins, des entrepôts, des systèmes d'information et de la transition environnementale. C'est une transformation profonde, coûteuse, dans un contexte de concurrence extrêmement forte. Dans notre métier, la compétition est partout, entre enseignes, entre formats, entre modèles intégrés et indépendants, entre acteurs physiques et digitaux, entre acteurs français et discounters étrangers. Elle s'exerce sur les prix, sur les coûts, sur les marges, sur l'investissement. Le commerce français, soyez-en certains, je vous parle de mon poste et de ma présence dans une cinquantaine de pays, est l'un des plus compétitifs au monde et l'un des plus contraints. Pression sur les marges plus élevée qu'ailleurs en Europe, intensité promotionnelle structurelle, contraintes réglementaires spécifiques, fiscalité de production plus lourde. Il faut mesurer les défis qu'affronte le secteur. D'abord, c'est un secteur qui s'est très puissamment polarisé, avec un écart croissant entre les plus gros et les meilleurs, j'allais dire, et ceux qui souffrent, avec l'efficacité de nouveaux entrants dans l'alimentaire comme le non-alimentaire, d'action aux grandes plateformes chinoises, toujours dans le sens d'une discountisation plus forte de la consommation. Deuxièmement, le comportement très prudentiel des consommateurs après la période d'hyperinflation. Les tensions très fortes sur le pouvoir d'achat aboutissent à des pressions sur les marges et les volumes que notre secteur n'avait jamais connus. Ajoutez à cela les incertitudes macroéconomiques, fiscales, et vous l'avez évoqué, Monsieur le Président, géopolitiques éclairées par la crise au Moyen-Orient, qui n'incitent pas nos compatriotes à consommer, et vous aurez un tableau de la réalité du marché aujourd'hui. Je le dis avec un peu de gravité, ce qui a changé dans la distribution en quelques années, c'est que des enseignes françaises historiques, des groupes qui ont été des fleurons nationaux à l'étranger, souffrent fortement et sont parfois même en voie de disparition. Dans ce contexte, vous l'avez évoqué, Carrefour essaie de tenir son cap pour poursuivre sa transformation et son adaptation
à un marché qui change vite. Carrefour opère environ 15 000 magasins dans plus de 45 pays, dans lesquels travaillent plus de 500 000 collaborateurs sous enseigne. Le groupe a 67 ans cette année et je viens, vous l'avez évoqué, de lancer un nouveau plan stratégique à horizon 2030 pour investir dans notre offre, notre compétitivité prix, nos magasins, améliorer notre offre sur le frais, prendre des engagements RSE renouvelés à la pointe du secteur, accélérer dans le e-commerce, dans le digital et l'intelligence artificielle. Lors de mes premières auditions devant l'Assemblée, il y a quelques années maintenant, beaucoup de questions portaient sur l'avenir du commerce physique et du magasin physique. Quelle était sa pérennité face à l'irruption de nouveaux acteurs comme Amazon? Aujourd'hui, le secteur peut être fier d'avoir démontré toute la résistance de ce qu'on appelle en bon français le commerce brick and mortar, mais qu'on pourrait appeler de chair et d'os, et la culture du carrelage. Je répondrai avec plaisir aux questions que vous pourriez avoir sur ce plan et sur Carrefour. Un dernier mot pour nourrir notre échange. Je continue, et je le dis à plusieurs occasions, donc je le dis devant vous, à regretter que la distribution soit trop souvent, nous en avons notre responsabilité d'ailleurs parfois, en ayant insuffisamment expliqué notre rôle et nos métiers, trop souvent abordée sous l'angle de la suspicion. Soit de manière récurrente, au moment des négociations commerciales annuelles ou des débats agricoles, soit de manière ponctuelle, comme on l'a vu récemment sur le carburant et le débat sur les soi-disant marges cachées des distributeurs. Cela me semble d'autant plus paradoxal que, d'une part, nous avons toujours répondu présents aux sollicitations des pouvoirs publics, que ce soit pendant la crise du Covid, pour la fourniture des masques notamment, ou pendant la période de hausse des prix pour des paniers anti-inflation. Et d'autre part, cette perception contraste avec le regard des Français eux-mêmes. Nos enseignes figurent parmi les entreprises préférées des Français et l'intérêt croissant des médias et du grand public pour nos entreprises ne fait que traduire la juste reconnaissance de notre contribution à leurs questions de pouvoir d'achat, d'emploi et de qualité de vie. Et je ne renonce pas, en tant que président de la Fédération du commerce et de la distribution, à vous en convaincre tout autant. Je termine en vous faisant part d'une conviction forte, la même que j'ai portée au Sénat il y a 2 semaines. La tentation d'intervenir sur les prix et dans le libre jeu d'acteurs privés demeure en France, dans notre secteur tout au moins, beaucoup trop forte. Aucun autre pays, en dehors de régimes que nul ne souhaite imiter, ne connaît une telle tentation permanente d'intervention. Le commerce repose sur un équilibre qui suppose de la liberté. Liberté d'assortiment, liberté de négociation, liberté de fixation de prix. Et au final, c'est toujours le client qui arbitre dans nos magasins. Mon message est simple, veillons collectivement à préserver cet équilibre et à donner suffisamment de marge de manœuvre aux acteurs du secteur. C'est à cette condition que le commerce pourra contribuer à jouer pleinement son rôle économique, social et territorial. Je vous remercie de votre écoute. Monsieur le Président, est-ce que vous souhaitez que je réponde à la liste de questions que vous m'avez posées ou est-ce qu'elles reviendront sous d'autres formes? Elles peuvent revenir sous d'autres formes, mais vous pouvez commencer à y répondre. Vous avez encore un petit peu de temps pour pouvoir le faire, donc allez-y. Alors j'y vais. Vous m'avez interrogé sur les transformations des modes de consommation depuis 2022. Vous avez raison, la crise d'hyperinflation, il faut mesurer l'impact qu'elle a eu. En réalité, sur 2 ans, les prix ont augmenté d'à peu près 25%. Ça a été un choc d'une ampleur et d'une magnitude extraordinairement forte pour nos concitoyens, notamment pour tous ceux qui ont une contrainte de pouvoir d'achat très forte. Auparavant, c'était les fins de mois qui étaient difficiles pour beaucoup. Depuis la crise d'hyperinflation, le milieu de mois est difficile pour un grand nombre de nos compatriotes et parfois même le début de mois. Les effets ont été très forts. D'abord, les volumes ont d'abord baissé. On a eu une forte baisse des volumes. Et puis, la structure de consommation s'est déformée, avec d'abord une montée en puissance très forte de ce que nous appelons dans notre métier les marques propres, les marques distributeurs. Chez moi, les marques Carrefour, parce qu'elles sont 30% moins chères et de qualité équivalente aux marques nationales. Elles se sont beaucoup développées. Pour vous donner une idée, en 2018, chez Carrefour, les marques propres représentaient 25% de notre chiffre d'affaires.
sur à peu près 40 milliards en France. Désormais, elles représentent près de 40%. Donc les marques propres ont pris le pas en termes de croissance sur les marques nationales. Et puis, dans un premier temps, tout au moins, la qualité de la consommation des ménages français s'est un peu dégradée sous contrainte. Les produits bio qui avaient beaucoup progressé ont décliné. Les fruits et légumes qui avaient beaucoup progressé lors de la décennie précédente ont décliné. La poissonnerie a décliné. La consommation de viande a décliné. D'autres raisons s'y ajoutent d'ailleurs. Bref, on a assisté à une déformation de la structure de consommation en faveur de produits meilleur marché. Depuis le milieu de l'année 2025, les choses sont en train de se rééquilibrer. Le bio est reparti à la hausse, etc. Mais évidemment, c'est sans compter la crise actuelle qui pourrait continuer, redéclencher une période un peu inflationniste. Ça me conduit d'ailleurs à faire le lien avec votre question sur ce que nous voyons aujourd'hui, 4 semaines et demie après le déclenchement de la crise iranienne. Pour le moment, l'effet principal se concentre évidemment, vous connaissez par cœur le sujet, sur les effets pétroliers et donc sur l'augmentation de l'essence. Nous ne voyons pas à date de tension inflationniste sur les produits. On n'est pas dans la même situation que lors du conflit ukrainien. D'abord parce que nous ne sommes pas dans le même cycle économique. Il faut se souvenir qu'au moment du conflit, de la crise du conflit ukrainien, l'économie était repartie très fort après la période de Covid. Et donc, les moteurs étaient tous allumés, le prix de l'électricité était déjà élevé, etc. On n'est pas dans la même cas de figure. D'autre part, il n'y a pas de pénurie immédiate comme on en a eu au moment de la crise ukrainienne, notamment sur le blé ukrainien. Donc, on n'est pas sur un effet aussi fort. Néanmoins, en fonction de la durée de ce conflit, évidemment, il y aura des effets. Vous savez notamment qu'il y a la question des engrais azotés qui viendront probablement avoir des impacts sur les prochaines récoltes. Mais pour le moment, j'ai vu hier les prévisions de l'INSEE qui annonçaient une inflation à 2%. Sur l'année, il est encore difficile de mesurer exactement quel sera l'impact inflationniste. Il est à date encore très maîtrisé et la consommation des ménages reste sur les mêmes tendances qu'elle était depuis le début de l'année. Sur votre question sur prix bas, juste rémunération des producteurs, c'est ce que je vous disais sur l'équation de notre secteur. C'est la résolution de ces deux contradictions-là, ou enfin de cette équation difficile à résoudre. Notre mission principale, c'est de donner du pouvoir d'achat à nos clients. Je le dis devant vous, je le dis en permanence, ce que nous demandent les clients français, c'est de leur donner du pouvoir d'achat. Et la discountisation croissante de notre secteur est le reflet de la contrainte de pouvoir d'achat. Et mon métier, c'est de donner du pouvoir d'achat aux Français. Et en même temps, c'est de sécuriser les approvisionnements et d'assurer une juste rémunération des agriculteurs. L'Assemblée nationale, le Sénat ont fait beaucoup pour permettre la résolution de cette contradiction à travers les lois Egalim, qui permettent de sanctuariser la même matière première agricole. Sont-elles parfaites? La réponse est non. Est-ce qu'elles ont permis d'améliorer la situation? La réponse est oui. Elles ont permis de sanctuariser la matière première agricole. Je le dis devant votre commission. La seule obligation, c'est que je connaisse la nature, le montant de la matière première agricole. Souvent, nous ne connaissons pas la matière première agricole parce que les industriels ne nous le donnent pas et c'est un peu plus difficile de la sanctuariser. Mais retenons ici que les lois Egalim, avec leur imperfection, les lois sont toujours imparfaites et leur application tout autant, ont permis de sanctuariser la matière première agricole et d'améliorer, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des filières qui souffrent, la rémunération du monde agricole. Vous me parliez des commerces de centre-ville. Je suis le premier acteur du commerce en centre-ville dans le domaine alimentaire en France. Nous avons près de 5500 magasins, je suis sûr que vous en avez dans vos circonscriptions, dans des zones rurales, dans des zones urbaines sensibles, dans des centres-villes, à travers des enseignes comme Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Contact, Carrefour Montagne parfois. Et j'ouvre chaque année entre 250 et 350 magasins par an
Alors, ce n'est pas le commerce indépendant tel que vous l'entendez, mais ce sont des commerces de centre-ville qui contribuent à la vitalité de vos centres-villes. Et mon rôle, c'est de continuer à développer le commerce de centre-ville. Voilà pour les premières questions. J'ai noté une ou deux autres sur lesquelles je reviendrai bien sûr. On pourrait y revenir au travers des questions des collègues qui ne manqueront pas de revenir sur l'ensemble de ces sujets. Merci beaucoup, Monsieur le Président Directeur Général, pour ces propos liminaires et ces premières réponses et l'analyse quelque part de la situation que nous connaissons aujourd'hui. Nous allons passer aux orateurs des groupes et pour le premier d'entre eux, le groupe Le Rassemblement National. Monsieur Robert Le Bourgeois, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général, près d'un mois après la fin des négociations commerciales, le bilan est clair. Les tensions ont atteint un niveau important, certains acteurs dénonçant même un climat encore plus délétère qu'avant Egalim. Pas faute au Rassemblement National d'ailleurs de dénoncer depuis le début l'inutile complexité de ces lois. L'ensemble des acteurs s'étaient pourtant mis d'accord sur une charte que vous avez co-signée en tant que président de la Fédération du commerce et de la distribution et PDG de Carrefour. Cette charte contenait notamment un axe 3 très intéressant qui visait à valoriser les produits frais et mieux informer sur l'origine des produits. Sur ce second aspect, l'information aux consommateurs, le Rassemblement national, par la voix de ma collègue Hélène Laporte, avait d'ailleurs défendu une proposition de loi pour l'information sur l'origine des denrées alimentaires par l'étiquetage. Je ne m'y attarde pas ce matin. Ma question porte plutôt sur la valorisation des produits frais eux-mêmes. On le sait, la péréquation est au cœur du modèle des distributeurs. Schématiquement, la politique actuelle consiste d'un côté à compresser les marges sur certains produits, souvent des produits d'appel très transformés qui servent de référence pour les consommateurs, et de l'autre à se reconstituer des marges, notamment sur les produits frais, sur lesquels sont appliquées des marges parfois très élevées par rapport au prix payé aux producteurs. Cela pose une vraie question de santé publique et de qualité de l'alimentation. Or, en février dernier, vous avez présenté le plan Carrefour 2030 dans lequel vous annoncez un objectif de développement des ventes de produits sains à 50% du chiffre d'affaires alimentaire en 2030. Je présume donc que vous allez possiblement baisser vos marges sur le frais afin d'orienter le consommateur vers ces produits. Renverser la logique de péréquation en baissant les marges sur les produits frais et en les augmentant sur les produits transformés pourrait d'ailleurs participer à apaiser les négociations avec les industriels, tout en poursuivant un objectif de santé publique. L'association de consommateurs Familles Rurales propose même d'imposer aux distributeurs la vente à prix coûtant d'une centaine de produits sains. Alors avez-vous déjà fait des projections sur ce genre de propositions en inversant, j'en ai conscience, complètement l'équilibre de constitution de vos marges, un équilibre qui favoriserait la production française face aux transformés et aux frais importés, parce qu'après tout, il n'y a pas de raison que des produits étrangers bénéficient de marges rabaissées artificiellement. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur le Président Directeur Général. Merci, Monsieur le député. Vous avez devant vous un dirigeant de Carrefour, c'est-à-dire le premier acteur dans le domaine des fruits et légumes, notamment en France, des boucheries et des poissonneries. Nous sommes leaders dans ce secteur-là, leaders en part de marché. Vous avez aussi une entreprise qui s'approvisionne pour le lait à 100% en France, pour les œufs à 100% en France, pour la volaille à 100% en France, pour le bœuf et le porc à 96% en France. Et mon objectif, c'est de poursuivre cet approvisionnement français et de le développer. D'abord parce que c'est le choix qu'a fait l'entreprise que je préside, et puis aussi c'est parce que c'est ce que nous demandent les consommateurs. Et donc l'objectif, c'est de, en permanence, développer l'offre de fruits et légumes. Vous citiez l'objectif que nous avons énoncé, de 50% de produits sains qui contribuent à la santé de nos compatriotes. C'est notamment autour du frais que ça se joue, également autour du bio. Après, vous évoquez la question de la péréquation des marges commerciales. Là où je ne vous rejoins pas totalement, c'est que moi je considère que notre métier, et c'était le sens de ma conclusion, c'est de laisser les acteurs fixer le prix. Je suis très peu fan, pour ma part, des prix administrés dont je trouve que, historiquement, on a souvent plutôt vu les inconvénients que les avantages. D'ailleurs, vous parliez des produits à prix coûtant.
J'ai lancé, au moment de ce plan, 200 produits à prix coûtant, justement pour répondre à la contrainte des pouvoirs d'achat. La péréquation des marges, juste pour qu'on comprenne bien, pour tout le monde d'ailleurs, parce que c'est un sujet extraordinairement compliqué. Vous avez raison, je n'ai pas la même marge sur tous les produits, mais je n'ai pas non plus les mêmes coûts sur tous les produits. Prenons l'exemple du Coca-Cola. Est-ce que j'ai de la capacité à fixer le prix du Coca-Cola ? La réponse est non. La réalité, c'est que Coca-Cola me donne son prix. Nous sommes dans un univers ultra concurrentiel. Est-ce que je pourrais décider demain matin tout seul de me dire, tiens, je vais mettre le Coca-Cola 30% plus cher ? Vous avez fort à parier que les conséquences commerciales pour moi seraient désastreuses. Le prix est quasiment fixé uniquement par cette entreprise-là. Et inversement, je n'ai pas les mêmes coûts non plus. Il faut que je tienne en une minute, hein, c'est ça ? Pardon, je suis trop long. Vous mesurez que pour entretenir et pour tenir un rayon fruits et légumes, il y a beaucoup de travail qui est fait par les équipes. J'ai beaucoup de coûts pour qu'il soit de belle qualité. Pour le rayon Coca-Cola, il faut juste que nous poussions des palettes. Donc je n'ai pas la même base de coûts non plus. Et c'est ça qui fait que la marge brute initiale n'est pas la même. Merci. C'est une minute ma réponse, hein, donc il faut que je sois beaucoup plus rapide. Non, mais je vais c'est 4 minutes en tout, mais bon voilà, on laisse au moins finir les phrases et puis l'idée qui est portée pour que ce soit aussi compréhensible, parce que les réponses que vous apportez sont importantes et elles nous intéressent bien évidemment. Pour le groupe Ensemble pour la République, Madame Danielle Brulbois, vous avez la parole, Madame la députée. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord à vous remercier, Monsieur le Président Directeur Général, Monsieur Bompard, et votre Secrétaire Général pour votre présence devant notre commission aujourd'hui. Le 18 février, vous avez présenté votre 3e plan stratégique Carrefour 2030, qualifié d'offensif, recentré et technologique. Ce plan s'appuie sur une année 2025 solide, avec une marge opérationnelle majeure créée en France, des résultats qui confirment la place de Carrefour comme l'un des plus gros employeurs, avec des emplois non délocalisables, et acteur du commerce de détail en France. Votre ambition de conquête commerciale, portée par des objectifs clairs de part de marché et un engagement annuel sur la compétitivité prix, est une réponse forte aux attentes des consommateurs et des territoires. En vous recentrant sur 3 pays cœurs, la France, l'Espagne et le Brésil, vous faites le choix de concentrer vos ressources là où votre leadership est le plus solide, tout en accélérant une expansion internationale en franchise. Une stratégie ambitieuse et pragmatique qui illustre une volonté de concilier croissance et maîtrise des risques. L'intelligence artificielle, avec un investissement de plus de 150 millions d'euros, devient un levier central de votre stratégie. En équipant 250 000 collaborateurs de l'outil Gemini et en déployant la plateforme Vision, vous faites le pari de transformer la productivité et l'efficacité opérationnelle. Une inquiétude cependant pour les élus que nous sommes, comment envisagez-vous l'évolution des métiers et de la formation face à ce choc technologique majeur ? Dans le Jura, Carrefour Long-Sassonnier, par exemple, vous soutenez les circuits courts, l'agriculture locale, en différenciant l'offre et en la mettant en avant, en la valorisant dans vos rayons et par des animations. Pouvez-vous nous dire quelle part de chiffre alimentaire est consacrée aux produits locaux et quel est l'objectif pour 2026-2028 ? Lors des négociations commerciales, comment adaptez-vous les conditions contractuelles aux petits producteurs pour leur garantir visibilité et juste rémunération ? Enfin, face à la récente hausse des prix du cours du pétrole, pouvez-vous nous dire comment Carrefour établit une stratégie avec des contrats d'approvisionnement, par exemple, et avec dans la chaîne logistique de vos fournisseurs, pour absorber les chocs d'offres liés à la guerre et à la géopolitique en Ukraine. Vous l'avez dit, votre souci, c'est le pouvoir d'achat du consommateur, et nous vous en remercions. Merci, Madame la députée. Monsieur le Président Directeur Général. Merci, Madame la députée. Un mot sur la technologie. Vous avez raison. Évidemment, l'intelligence artificielle va se développer énormément, y compris dans nos magasins. Ce que j'ai annoncé là-dessus, c'est d'abord un effort de formation de l'intégralité de nos collaborateurs. C'est un sujet qui fait peur. Et donc, il faut que nos collaborateurs soient tous formés, tous. Et donc, dans les 2 prochaines années, l'intégralité des collaborateurs de Carrefour seront formés à l'intelligence artificielle et verront ce que ça peut changer dans la manière dont ils font leur métier,
en améliorant les conditions dans lesquelles ils font leur métier. Deuxième question, vous évoquez la part du local. La part du local, elle est sans cesse croissante chez nous. On a développé plein d'initiatives, notamment pour faciliter la vie des agriculteurs et des éleveurs qui sont à côté des magasins. Il y a quelques années, il fallait remplir 40 pages pour pouvoir être référencé chez Carrefour. Aujourd'hui, c'est un contrat d'une page, directement signé par le directeur de magasin, ce qui permet de faciliter la vie des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs locaux pour que ça se développe beaucoup. Moi, plus j'ai de l'offre locale en magasin, plus mon magasin est performant. Donc, c'est directement un objectif stratégique de l'entreprise. Après, vous évoquez la dernière question qui est rendre compatible la lutte contre le pouvoir d'achat et la rémunération des producteurs. Je le disais, la matière première agricole est sanctuarisée désormais. Je ne négocie plus la matière première agricole. Je m'en félicite d'ailleurs. Ce qui permet d'avoir une rémunération qui est plus juste. Est-ce que ça règle l'ensemble des problèmes des filières? La réponse est non. Mais c'est une amélioration que vous avez apportée dans la régulation de ce secteur. Merci beaucoup. Pour le groupe de la France Insoumise, Madame Sandrine Nosbé, vous avez la parole, Madame la députée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pardon, Monsieur le Président, Directeur Général, Monsieur le Secrétaire Général. Monsieur Bompard, vous avez remarqué lors de votre audition de février dernier au Sénat que votre métier se polarise de plus en plus entre les petits qui ne s'en sortent pas et les grands qui raflent tout. Donc il y a une cause simple à ce déséquilibre, les riches fabriquent des pauvres. Car pour que les uns s'enrichissent, ils appauvrissent les autres. Dans vos déclarations, cette audition sénatoriale, 2 points m'ont particulièrement interpellé. D'abord, vous semblez vouloir conquérir la plus grosse part de marché possible et enrichir toujours plus vos actionnaires et dirigeants. Car en effet, votre objectif est d'atteindre 25% du marché français en 2030 et de verser jusqu'à 50 à 60% du résultat net en dividendes. Quid des consommateurs, j'ai envie de dire. Selon l'INSEE, depuis fin 2021, le prix d'un panier de courses type pour une famille de 4 personnes a augmenté de 23%. À cela s'ajoute la hausse du prix du carburant, accélérée aujourd'hui par la guerre en Iran. Alors que le taux de pauvreté atteint un niveau inédit dans notre pays et les salaires stagnent. La stratégie pèsera sûrement sur eux, mais aussi sur vos fournisseurs, surtout les plus fragiles, les agriculteurs, notamment ceux dans le bio, qui, selon l'Observatoire pour la formation des prix et des marges, ne captent que 10% de la valeur ajoutée créée par la vente de produits alimentaires, alors qu'il faudrait que cette valeur soit au moins de 20%, selon la Fédération nationale de l'agriculture biologique, pour que les agriculteurs et les agricultrices aient une rémunération décente. Le second point concerne votre engagement RSE, responsabilité sociétale d'une entreprise, c'est-à-dire l'impact positif de votre entreprise sur la société que vous souhaitez plus ambitieux selon vos mots. D'après la norme ISO 26000, le standard international sur la responsabilité sociétale, cet impact comprend donc 7 thématiques centrales, dont les droits de l'homme. Il se trouve que le groupe Carrefour maintient des relations commerciales avec des sociétés israéliennes qui participent à la colonisation de la Palestine. Cela en totale violation du droit international. Votre groupe a par exemple conclu un accord de franchise avec Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan, entreprise qui figure dans la base de données onusienne des entreprises impliquées dans la colonisation illégale de la Cisjordanie par Israël. Le groupe Elco, maison mère d'Electra, participe à la colonisation de la Palestine par la construction de logements dans les colonies et d'infrastructures à Jérusalem-Est occupée. Et enfin, votre partenaire bancaire, Apoalim, est également un acteur direct de la colonisation. Il fournit des services à 19 colonies israéliennes en Palestine. Aussi, au regard de ces données, Monsieur Bompard, j'ai 2 questions. Concernant votre engagement RSE plus ambitieux, comptez-vous mettre fin à vos relations commerciales avec ces entreprises israéliennes qui participent à la colonisation illégale de la Palestine? Concernant votre objectif de verser jusqu'à 50 à 60% de votre résultat net en dividendes, comment comptez-vous le concilier avec la nécessité de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, de rémunérer équitablement les agriculteurs et d'assurer une répartition juste des marges tout au long de la chaîne? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Monsieur Bompard. Merci Madame la députée. Je vais répondre d'abord à votre première question, mais votre dernière intervention. Nous ne sommes pas présents dans les territoires occupés. Carrefour n'a pas de magasin dans ces territoires. Je l'ai dit et le redis. Il n'y a aucun magasin sous enseigne Carrefour dans ces magasins-là. C'est pas ce qu'a dit, mais c'est la réalité. Vraiment, ça fait 4 ans que
on me pose la question sur ce sujet-là. Nous ne sommes pas présents dans les territoires occupés. Nos contrats de franchise l'excluent. Donc nous n'avons pas de magasin dans ces zones-là. Donc je réponds la même chose à chaque fois. Et d'ailleurs, ça fait 4 ans que personne n'a trouvé un magasin Carrefour dans ces zones-là, puisqu'il n'y en a pas. Et c'est stipulé dans mes contrats de franchise. Sur votre question, qui est une question très intéressante, évidemment, d'équilibre, au fond, et qui est au cœur de notre métier. La lutte sur le pouvoir d'achat, on la mène tous les jours. Mais on la mène tous les jours parce que c'est notre métier. Et je disais tout à l'heure, nous avons par exemple lancé il y a quelques jours une opération de 200 produits à prix coûtant, avec 50% d'entre eux qui sont des produits Nutri-Score A et B pour favoriser la qualité alimentaire, justement pour lutter contre pour le pouvoir d'achat des Français. C'est notre mission. En même temps, et vous le mesurez bien, il faut que j'ai de l'ambition pour mon groupe, parce que plus mon groupe a de l'ambition, plus mon groupe est solide, plus il investit, plus il peut se développer en France, à l'international, mener des combats RSE, parce que le combat RSE, c'est le plastique, c'est le bien-être animal, c'est la pollution CO2. Et donc pour ça, j'ai besoin de moyens forts. Ensuite, la richesse, vous avez raison, est répartie. Elle est répartie entre la rémunération des actionnaires, la participation des salariés qui a augmenté x3 depuis mon arrivée. Et c'est un équilibre que j'essaye de trouver, sur lequel on peut avoir évidemment des divergences d'appréciation. Mais c'est cet équilibre-là qui nous permet aujourd'hui de nous développer, d'avoir la puissance pour investir aussi dans d'autres zones géographiques et puis pour continuer notre développement en France. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Pour le groupe socialiste et apparenté, Madame Mélanie Thomain, vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Bompard, vous étiez auditionné récemment chez nos collègues sénateurs dans le cadre de la commission d'enquête sur les marges. Et vous avez déclaré avoir l'impression que les parlementaires cherchaient à diaboliser la grande distribution. Je tiens à vous rassurer, ce n'est pas le cas. Nous voulons simplement comprendre le fonctionnement des distributeurs, des industriels, et s'assurer que les agriculteurs français puissent vivre de leur métier. D'après les statistiques du ministère de l'Agriculture, le revenu moyen d'un agriculteur avoisine les 55 000 euros, celui d'un éleveur bovin est de 19 800 euros. En somme, nous voulons nous assurer qu'il y ait un partage équitable de la valeur entre tous les membres de la chaîne, tout simplement. Votre entreprise Carrefour déclare s'engager et soutenir les producteurs locaux français. C'est inscrit dans vos rayons, dans vos campagnes publicitaires, sur votre site internet. Or, lorsque nous discutons avec les agriculteurs, 2 éléments reviennent. D'une part, ils vous reprochent un approvisionnement à l'étranger au détriment des producteurs français, grâce notamment à votre centrale d'achat européenne basée en Espagne. D'autre part, les contractualisations réalisées avec les agriculteurs leur sont défavorables en raison d'un cahier des charges simpliste de votre marque distributeur et qui ne permettent pas de les rémunérer correctement. Que répondez-vous à cela ? Par ailleurs, alors que le traité UE-Mercosur a été signé et que les agriculteurs se sont très fortement opposés à cet accord, vos concurrents ont déclaré refuser de mettre en rayon des produits issus de cet accord. Qu'en est-il de Carrefour ? Quels sont les engagements que vous prenez et comment entendez-vous les faire respecter ? Vous avez aussi annoncé vouloir augmenter vos parts de marché de 21% à 25% et améliorer la marge du groupe. Est-ce que cela se fera au travers de la guerre des prix et au détriment des producteurs français et en supprimant des emplois au sein de vos magasins ? Par ailleurs et enfin, je suis intéressée, comme ma collègue, par l'enjeu du prix du gasoil et de l'essence à la pompe. Quels sont vos engagements concrets en la matière ? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Merci, Madame la députée. Je ne vais pas redonner les chiffres sur les approvisionnements français. Vous les avez retenus tout à l'heure. Pour les grandes filières, nous sommes autour de entre 95 et 100. Et sur les fruits et légumes, on est autour de 85%. Tout ce que je peux prendre dans la consommation française, dans la production française, je le prends. Après, il y a un certain nombre, vous le savez, de filières qui ne sont pas élevées en France. Dans ce cas-là, je suis obligé de m'approvisionner à l'étranger. Mais mon objectif, c'est l'approvisionnement français. Et en général, pour les fruits et légumes, je suis à 85%. Pour les protéines, je suis entre 95 et 100%. C'est ça la réalité. Deuxièmement, merci beaucoup d'évoquer la contractualisation. C'est un sujet extrêmement important chez Carrefour. Nous avons 31 000 agriculteurs qui sont dans des logiques de contractualisation de long terme avec nous. Ça veut dire que nous bâtissons avec eux des engagements de long terme dans lesquels nous garantissons un volume, un prix
et une transformation. Parce que rien n'est pire pour l'agriculteur français que l'absence de visibilité. Et donc la contractualisation, que je n'ai d'ailleurs pas inventée, qui s'articule autour des filières qualité Carrefour, dont vous avez dû entendre parler, elle est au cœur du modèle Carrefour. On fait à nous tout seuls 40% de la contractualisation en France. Et c'est un élément absolument essentiel de notre offre. Et on continuera à le développer parce que ça permet encore une fois de donner de la visibilité au monde agricole. Sur le sujet du Mercosur, j'avais été le premier à m'exprimer dans une position qui, par ailleurs, est un peu différente de mes collègues, parce que moi, je suis au Brésil. Je suis même le premier distributeur au Brésil. Et ne disons pas qu'il n'y aura jamais de produits brésiliens en France, parce que c'est déjà pas vrai. Le soja, a priori, on n'en a pas en France. Les oranges, elles viennent aussi de là. Donc il y aura toujours des produits brésiliens qui viendront de France. Et d'ailleurs, il faut s'en féliciter. C'est une agriculture qui ne doit pas être stigmatisée. En revanche, sur la question principale, qui est celle de la viande, j'ai dit une chose très simple. Quand je suis au Brésil, j'achète de la viande brésilienne, qui encore une fois ne doit pas être stigmatisée. Quand je suis en France, j'achète de la viande française. C'est pas plus compliqué que ça. L'objectif, c'est de se fournir dans les viandes de nos pays, et c'est comme ça que ça fonctionne. Les 25% de part de marché, vous avez raison, c'est un objectif important pour nous. C'est un objectif qui dit compétitivité, qui dit capacité à développer des offres importantes, à développer de nouveaux magasins, à être compétitif sur les prix aussi, mais aussi avoir des éléments de singularité sur le frais, sur la marque propre, sur le bio. Sur l'essence, pardon, parce que ça fait 2 fois que j'ai la question, ne croyez pas que je l'évite du tout, parce qu'en plus, elle est très simple pour nous. Le sujet est très facile, je négocie tous les jours. Aujourd'hui, je négocie sur la base des cours qui ont un peu baissé, vous l'avez vu ce matin. Ça sera dans mes stations dans 2 jours. La marge que je prends là-dessus est extraordinairement faible, elle est de 1 ou 2 centimes, c'est toujours la même. Pourquoi ? Parce que c'est un produit d'appel extraordinairement fort et que nous ne margeons pas sur cette activité 1 ou 2 centimes, ce qui couvre un certain nombre de frais, mais pas plus. Je n'ai pas à prendre d'engagement supplémentaire parce qu'en dessous, ça voudra dire que je vends à perte, mais je continuerai à prendre une marge extraordinairement faible. Merci, Monsieur le Président Directeur Général. Pour le groupe de la droite républicaine, Monsieur Jean-Pierre Vigier, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général et Monsieur le Secrétaire Général, je souhaiterais replacer nos échanges dans une perspective essentielle qui est notre souveraineté alimentaire. Si nos agriculteurs ne vivent pas de leur travail, vous le savez, demain, nous ne produirons plus et nous dépendrons des autres pour nous nourrir. Le revenu agricole n'est pas seulement une question sociale, c'est aussi une question stratégique. Je dis bien stratégique pour notre pays. Dans ce contexte, le partage de la valeur est central entre les producteurs, les industriels et les distributeurs. Aussi, le législateur a agi avec le relèvement du seuil de revente à perte à plus 10% et l'encadrement des promotions plafonné à 40% sur les produits du quotidien. Sur le terrain, qu'est-ce que ces mesures ont changé ? Les consommateurs ont-ils modifié leurs habitudes d'achat ? Sont-ils plus attentifs aux produits ? Et comment perçoivent-ils la valeur des produits ? Les négociations commerciales restent décisives pour la rémunération des agriculteurs. Aussi, comment Carrefour intègre-t-il ces objectifs dans ses négociations avec les industriels et quels outils garantissent que les coûts de production sont-ils bien pris en compte ? Comme certains collègues, je voudrais aussi évoquer les centrales d'achat européennes qui peuvent contourner, vous le savez, l'esprit des lois Egalim. Quel est aujourd'hui le rôle de votre centrale Concordis, créée avec Système U ? En tant que rapporteur sur l'avenir des commerces de proximité, vous avez commencé à l'aborder, je souhaiterais également vous interroger sur le développement des enseignes alimentaires de proximité au cœur de ville. Quel rôle jouent-elles pour l'attractivité notamment des centres-villes ? Et enfin, sur les produits français, soutenir l'origine France doit se voir dans les rayons, dans vos rayons. Quels engagements concrets prenez-vous pour renforcer leur présence et surtout leur valorisation ? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Merci beaucoup, Monsieur le député. Ça va me permettre de parler des centrales. Je n'ai pas répondu à la question de Madame la députée tout à l'heure, donc j'y viens vite. Concordis, donc, c'est une centrale d'achat que nous avons créée avec U et avec un Allemand qui s'appelle RTG. Quelles sont les négociations que nous menons chez Concordis ? 45 fournisseurs mondiaux. 45 fournisseurs mondiaux, dont seulement 2 Français, qui, vous verrez, ne sont pas tout à fait des petits acteurs, puisque c'est Danone et Lactalis. Pour les 43 autres, il n'y a pas de matière première agricole.
La seule exception, c'est pour Danone et Lactalis. Et nous avons pris des engagements de respecter l'ensemble des principes de la loi Egalim. Donc, contrairement à ce que parfois on dit, et je comprends parce que c'est un sujet complexe, nous ne négocions pas dans ces centrales, ni avec des petites entreprises, ça va de soi, toutes les négociations ont lieu en France, ni sur la matière première agricole. 43 des entreprises n'ont rien à voir avec le monde agricole, c'est Henkel, Procter & Gamble, Pepsi-Cola, Coca-Cola, dont vous voyez que le lien avec l'agriculture est assez faible. Vous avez raison, l'origine info, c'est extraordinairement important. L'origine des produits, la mise en avant. On essaye de le faire beaucoup, on est d'ailleurs partenaire d'Origine Info. Je voudrais juste vous faire toucher du doigt une contradiction que je suis sûr que vous voyez dans la Haute-Loire, mais qui est quand même très importante. Encore une fois, on a des concitoyens qui souffrent beaucoup de la contrainte de pouvoir d'achat. Quand ils sont face à une fraise française et à une fraise espagnole, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont envie de la fraise française, parce qu'ils aiment les agriculteurs français, mais qu'en même temps, parfois, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc, s'ils veulent manger de la fraise en été, ils ne peuvent pas. Et donc, cette contradiction-là, elle est très forte. Il y a un écart entre je déclare vouloir consommer français et soutenir les agriculteurs français et la réalité de ce que je peux faire. Donc, ce que je peux faire, parfois, quand il y a un fruit et légumes moins cher venu d'ailleurs, je l'achète. Pourquoi il est moins cher, le fruit et légumes? C'est pas parce que j'achète moins cher. Je suis également présent en Espagne. Donc, pourquoi il est moins cher? Parce que les charges sociales ne sont pas les mêmes, les coûts salariaux ne sont pas les mêmes, les normes ne sont pas les mêmes, la complexité réglementaire n'est pas les mêmes. Le décalage, il est lié à ça. Moi, j'achète... Je suis présent dans l'ensemble des pays européens, donc je peux vous parler de ce que je vois en Europe. En Europe, j'achète à la même valeur les produits. Mais ce que ça coûte au monde agricole n'est pas du tout la même chose. Et donc, en effet, il y a ce décalage de compétitivité de la ferme France qui doit être réglé parce que ça met sous souffrance la ferme France, sa compétitivité et donc la souveraineté alimentaire. Merci, Monsieur Bompard. Pour le groupe écologiste et social, Monsieur François Ruffin, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le PDG, avec Carrefour, je ne positive pas. Vous l'avez dit, vous êtes le plus gros employeur privé du pays, mais vous êtes aussi le plus gros licencieur, vous êtes le plus gros broyeur de salariés. Comment? Parce que depuis 8 années que vous êtes arrivé, vous désintégrez votre groupe. Vous le désintégrez par les franchises et la location-gérance. Sur les 1000 Carrefour Market, 80% sont désormais en location-gérance. Et vous empruntez le même chemin pour les hyper et les supermarchés. Il y en a déjà 40%. Et votre projet, vous nous direz combien il y en a dans votre nouveau plan stratégique qui vont à nouveau passer en franchise et en location-gérance. Ce sont 52 000 salariés. 52 000 salariés qui sont sortis de votre groupe depuis votre arrivée. Avec quelles conséquences pour eux? La première conséquence, c'est une perte dans le porte-monnaie. La perte d'une semaine de repos, de 1 500 € de participation, de 400 € d'intéressement, de 1 000 € sur les dimanches à 300%, de 600 € sur les jours fériés. On est en moyenne sur une perte de 2 500 à 3 000 €. Alors quand je vous entends parler de la lutte pour le pouvoir d'achat, c'est en tout cas pas le pouvoir d'achat des salariés qui sont passés en franchisés. Et ensuite, les franchisés dégraissent. Ils poussent dehors les anciens. Sur Marseille, au Carrefour Le Merlan, sur 303 salariés avant, il y en a 180 après. À Bonneveine, 309 avant, 168 après. Grand Littoral, 353 avant, 88 après. C'est une division par 2, par 3, par 4. Et du coup, ceux qui restent vont mal. Ils vont mal physiquement, parce qu'ils ont plusieurs postes à remplir. Parce que le réceptionnaire, à la place de juste accueillir les marchandises, il doit aller les mettre dans les magasins, ce qui signifie, pour certains d'entre eux, entre 13 à 18 km par jour à parcourir et en tirant des chariots. Et ils nous disent, j'y ai laissé mon dos, maintenant c'est mes jambes, avec un gonflement du tendon d'Achille, je boite. Ils vont mal aussi psychiquement parce qu'il n'y a plus de cadre, le travail est désorganisé, ils subissent de la pression, de la malveillance, et donc en fait, on a une machine à inaptitude avec Carrefour. C'est celle qui, à Douai, nous dit, on a dû faire venir un psy dans le magasin, les salariés sont un bout, on a 10 inaptitudes sur les 2 derniers mois. Mais tout ça, ces salariés pressés, ça rapporte.
Ça rapporte gros. Ça rapporte gros pour les actionnaires. C'est un cours qui a augmenté de 10% en un an. C'est plus 5% sur les dividendes. C'est votre propre salaire, Monsieur Bompard, qui a augmenté de 50%. Vous êtes passé de 3,4 millions d'euros en 2024 à 4,6 millions en 2025. Moi, je vous dis, alignez-vous. Alignez-vous sur les salariés que vous passez en franchise. Alignez vos actionnaires sur les salariés. Pour eux, c'est moins 10, moins 15, moins 20% sur leurs revenus. Faites de même pour vous, faites de même pour vos actionnaires. Merci, monsieur le député. J'ai essayé, dans le propos introductif, de vous faire toucher du doigt la concurrence et la crise de la grande distribution. Vous savez combien j'ai fermé d'hypermarchés depuis mon arrivée? 0. Quand je suis arrivé, le jour même de mon arrivée, il y a une chaîne de télévision qui fait aujourd'hui l'objet notamment d'une autre commission, qui annonçait que j'avais un projet de fermeture de 50 magasins hypermarchés. Pourquoi l'hypermarché? Parce que vous le savez, c'est le format qui est en crise. Pour ne pas fermer des hypermarchés, vous avez raison, on a essayé de développer des projets internes pour les relancer, pour trouver plus de compétitivité commerciale, mais aussi on a eu recours à l'entrepreneuriat, à la franchise. Quand vous recevez mes collègues indépendants, Leclerc, Intermarché, U, vous ne leur dites pas que c'est des sous-emplois. Vous ne leur dites pas que ce n'est pas des vrais jobs. Vous ne dites pas que les conditions de travail sont dégradées. Vous avez d'ailleurs raison, même si les conditions de travail dans la grande distribution, c'est un travail difficile de travailler dans des magasins. La franchise, ce n'est pas un mal. La franchise, ça nous a permis de sauver des emplois. Ça nous a permis d'éviter de fermer 50 magasins. Je vous laisse faire le calcul. 50 magasins à raison de 300 collaborateurs. Si je les avais fermés, vous voyez la conséquence sociale que ça aurait fait. On a décidé, pour sauver ces magasins, de recourir pour un certain nombre d'entre eux à la franchise et à la location-gérance. Comment on l'a fait? On ne l'a pas fait comme ça. On l'a fait en négociant une clause sociale, qui est d'ailleurs en renégociation actuellement. Avec qui on l'a signé? On l'a signé avec la quasi-totalité des partenaires sociaux. À la fois, évidemment, il y a des garanties légales de rémunération, mais également, et ça c'est le travail du dialogue social, on a ajouté un certain nombre de choses, la mutuelle, la prévoyance, les remises sur achat, etc. etc. C'est le travail du dialogue social. Après, prenons la situation. Vous avez raison, elle n'est jamais parfaite. Il y a des magasins où la situation était plus difficile. Mais moi, j'analyse chaque année, je fais une étude de l'ensemble des collaborateurs. Ce qui ne dit pas que les exemples concrets que vous avez sont faux, d'ailleurs. On fait une étude sur l'ensemble des collaborateurs. L'ensemble des collaborateurs, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est un institut indépendant. Et je leur dis, quel est le niveau de satisfaction des clients, de nos collaborateurs, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après être passés. En général, au global, elle s'est améliorée par rapport à la situation antérieure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire dans un magasin qu'être dans un magasin en souffrance, qui est en crise et qui n'a pas d'avenir. Et souvent, les entrepreneurs, les franchisés, parce que c'est un modèle important dans la distribution, ils redonnent un avenir à ces magasins-là. Ces magasins-là vont mieux. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'inquiétude, évidemment, vous avez raison de le mentionner. Mais au global, la situation des salariés s'est améliorée. Par ailleurs, je me permets de vous faire toucher du doigt aussi sur l'emploi. Nous créons chaque année 400 nouveaux magasins par an. Donc aujourd'hui, nous avons 150 000 personnes qui travaillent sous enseigne Carrefour. C'est bien plus que lors de mon arrivée. Merci, Monsieur Bompard. Pour le groupe des démocrates, Monsieur Pascal Lecamp, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président directeur général, Monsieur le Secrétaire général, chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer la présence à mes côtés de mon collègue Philippe Bolo, une des dernières présences dans cette commission, puisqu'il a été élu maire d'Avrier de Haute-Lutte dimanche dernier. Ça me fait très plaisir qu'il vienne nous revoir. Voilà. Il y a un magasin Carrefour à Avrier, tout à fait. C'est pour ça que je fais le lien. Comme nombre de mes collègues, Monsieur le Président directeur général, je souhaite vous interroger sur les enjeux agricoles en raison de la grande préoccupation qui est la nôtre face aux difficultés de certains agriculteurs à vivre de leur métier. En premier lieu, depuis 2018, vous le savez, nous avons bâti avec les lois Egalim un cadre destiné à stopper la guerre des prix, destructrice de valeur et à protéger le revenu de nos agriculteurs. Pourtant, les marges agricoles continuent d'apparaître souvent comme une variable d'ajustement, même si vous êtes revenu dessus tout à l'heure. Quelle vision portez-vous dans les futurs développements législatifs dans ce domaine, en particulier dans la partie qui la concernera dans la future loi d'urgence agricole? En deuxième lieu, je souhaitais mettre l'accent sur un secteur qui a particulièrement souffert, vous l'avez dit tout à l'heure, malgré la trajectoire de développement que nous soutenons et qui me tient particulièrement à cœur, c'est l'agriculture biologique. Pendant 3 ans, la consommation bio a baissé en grande distribution partout en France. Elle a repris en 2025, mais timidement,
et de manière plus faible chez vous que la reprise de consommation bio en vente directe ou en magasin bio. Or, on sait que la consommation détermine la production et que la consommation dépend bien évidemment de l'offre faite aux consommateurs. Quelle est l'évolution du linéaire bio à l'échelle du groupe? Quelle est celle que vous envisagez? Quelle perspective avez-vous dans ce domaine? Comment expliquez-vous la différence entre la croissance timide en grande distribution, environ 3%, et une reprise plutôt dynamique positive dans les autres réseaux de distribution de 6 à 7%? Enfin, je souhaite vous interroger sur la vision de votre groupe quant à l'aménagement du territoire. Nous sommes plusieurs députés très ruraux ici. Longtemps, nous avons opposé commerçants du centre-ville et hypermarchés en périphérie, responsables de la dévitalisation des zones de commerce historique, en tout cas c'est ce qui est dit, en particulier dans la ruralité. Et je le constate dans ma petite ville de Civray. Avrier, Civray. Il n'y a pas de carrefour chez moi. Aujourd'hui, une nouvelle fracture apparaît entre commerce physique et commerce en ligne, particulièrement dans les zones rurales confrontées à de forts enjeux de mobilité. Quelle est votre vision de l'avenir du maillage territorial de votre groupe Carrefour, en particulier dans les centres-bourgs ruraux, face à cette évolution? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. En attendant d'aller inaugurer un magasin dans votre commune. Merci, monsieur le député, et bravo, monsieur le maire. Le bio, c'est mon combat depuis mon arrivée. J'avais fixé l'objectif que nous soyons le premier acteur au monde en termes de vente bio. Et c'est le cas. On est le premier acteur, et évidemment, on est de loin le premier acteur en France. On l'est à la fois en bio généraliste et en bio spécialiste, puisque j'ai moi aussi des enseignes bio spécialistes, bio c'est bon, SoBio. C'est un très bon exemple de la contradiction que j'évoquais tout à l'heure. Quand la tension sur le pouvoir d'achat s'est faite absolue pour les ménages français, la consommation bio a ralenti très fortement. Quand la contrainte s'est un tout petit peu desserrée, que le pouvoir d'achat s'est un petit peu reconstitué, le bio est reparti. Il repart toujours plus vite dans les bio spécialistes, j'en ai, que dans le bio généraliste, parce que en fait, cette contrainte d'achat, elle pèse plus sur les clients qui viennent tous les jours dans des hypermarchés qu'en bio-spécialiste où il y a un peu plus de pouvoir d'achat. Mais néanmoins, même dans mes grands hypermarchés, etc., je vois dans des bio-expériences que nous avons dans les hypermarchés, dans les supermarchés, le bio repartir. La question, c'est si l'inflation revenait à l'occasion de la crise actuelle, quel serait l'effet là-dessus? Mais soyez sûr que notre engagement sur le bio, il est total. C'est vraiment le combat numéro 1 que nous avons avec les produits frais, c'est sur le bio. Vous avez raison de m'interroger sur physique et digital, et je me permets d'ailleurs d'attirer votre attention sur les conséquences qui restent mortifères du développement de Shine et Temu. Le député M. Ruffin m'interrogeait tout à l'heure sur les conséquences en emploi. Je veux vous dire combien Shine et Temu ont détruit des emplois depuis 2 ans, à un rythme effrayant, dans des filières entières, que ce soit dans le monde du textile, que ce soit dans des produits électroménagers, etc. Moi qui suis présent dans tous les territoires et qui ai des centres commerciaux, je vois la destruction quotidienne. Il n'y a pas une semaine où vous n'avez pas une enseigne spécialiste de textile qui met la clé sous le paillasson parce qu'ils ne peuvent plus tenir. Et donc, la bataille contre Shine et Temu, elle est absolue, elle est absolument essentielle. Il faut taxer ces entreprises très puissamment, il faut les contrôler très puissamment, elles ne respectent aucune norme de sécurité et toutes les normes qui s'appliquent à nous. Et donc vous devez faire ce travail, j'en appelle à la représentation parlementaire, parce que les conséquences en termes d'emploi, les destructions de valeur, les conséquences environnementales du développement de ces plateformes, dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, ça sera beaucoup trop tard. C'est déjà trop tard pour beaucoup d'acteurs et c'est déjà trop tard pour beaucoup de vos territoires. Parce que ce sont des industries aussi, on le voit notamment dans le domaine du textile ou dans le domaine du jouet. Cette bataille-là, elle est absolument importante et on a besoin de votre soutien là-dessus. Merci, monsieur Bompard. Pour le groupe Horizon, monsieur Thierry Benoît, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président. Monsieur Bompard, monsieur le président directeur général du groupe Carrefour, vous avez expliqué dans le propos liminaire que le secteur de la distribution est trop souvent abordé sous l'angle de la suspicion. Et je partage assez votre point de vue. C'est vrai qu'on suspecte, enfin personnellement en tant que parlementaire, pour m'intéresser au sujet des négociations commerciales, on s'interroge, disons, plus qu'on vous suspecte. Mais en même temps, depuis un demi-siècle, le secteur de la distribution en France, c'est un écosystème qui a pris une importance déterminante. Les secteurs de la distribution sont propriétaires
d'ensembles fonciers et immobiliers importants. Vous avez des galeries marchandes, vous avez le système de franchise ou de location-gérance, les négociations commerciales, vous avez vos marques distributeurs, le système de groupement à l'achat, le système des centrales services. Donc un écosystème qui est très compliqué, très complexe, qui, je dirais, eh bien, suscite la suspicion. La première observation, comment vous pouvez simplifier ce fait? Le deuxième point, vous avez dit, mon métier, donner du pouvoir d'achat aux consommateurs français, assurer le revenu aux agriculteurs. C'est presque le même métier qu'un ministre. C'est ce qui explique sans doute que tous les matins, sur les matinales radio ou télé, on a un représentant de la grande distribution. Thierry Cotillard, Alexandre Bompard, Michel-Édouard Leclerc, Denis Schelcher, les grands de la distribution s'expriment tous les jours sur l'actualité. Et je le comprends, parce que votre rôle, il est le même qu'un ministre de nos jours, de l'agriculture ou du commerce. Première question simple, est-ce que dans la crise iranienne que l'on vit aujourd'hui, vous, en tant qu'acteur de la distribution, vous seriez prêt à aller au carburant à prix coûtant, même si c'est une affaire de quelques centimes, mais puisque chaque centime compte en ce moment, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un geste politique, un geste commercial, carburant à prix coûtant? Le deuxième point que je voudrais aborder, ce sont les traités de libre-échange internationaux. Moi, par principe, je ne m'oppose pas à ce que l'Union européenne négocie avec différentes parties du monde les transactions, les produits agricoles que nous produisons ou les produits industriels. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un acteur de la grande distribution comme vous, très important, Carrefour, puissiez travailler avec les industriels pour améliorer la question de l'étiquetage? Moi, je pense que nous allons gagner en confiance si on est capable d'expliquer aux consommateurs, vous avez là un cordon bleu qui est fait avec du poulet brésilien. Par contre, celui-là, c'est un cordon bleu qui est fait avec un poulet français. Il faut pouvoir améliorer cette question. Dernier point, les négociations commerciales. Moi, je souhaiterais, puisque le système est complexe, pourquoi on ne sépare pas dans les négociations commerciales les centrales services internationales des centrales, donc groupements d'achat? Merci, monsieur le député. Bien, monsieur le ministre. Simplifier mon groupe. Oui, bien sûr, mais mon groupe. J'en rêve, mais vous voyez en effet que nous avons beaucoup de métiers, beaucoup de territoires, beaucoup de métiers, beaucoup d'actifs. Je crois que plus que simplifier le groupe, il faut expliquer mieux notre rôle. Et j'en prends la responsabilité. Je pense que dans le passé, la grande distribution a eu le tort, quand d'ailleurs tout marchait bien à l'époque, pour vivre heureux, vivons cachés, de ne pas assez expliquer quels étaient les métiers, quels étaient les rôles, quel était le rôle d'intégration sociale, comment ça favorise la promotion sociale, comment ça travaille avec le monde agricole, quels sont les engagements RSE, quels sont les engagements climatiques. On doit mieux expliquer, et ça c'est absolument essentiel. Sur le sujet de l'essence, je ne vous étonnerai pas, moi je crois beaucoup à la concurrence. On est très concurrents, dites-vous ça, on s'entend pas trop mal entre nous, même bien, personnellement. Mais en revanche, la concurrence, elle est là tous les jours. Tous les jours, moi, je regarde le prix, et mes équipes, de ce qui se passe dans la station essence de Leclerc, d'Intermarché, de U, de Total, territoire par territoire, zone rurale, dans les zones urbaines, etc. Et on fixe le prix. Et donc, ce qui est le plus efficace, c'est que chacun ait son libre arbitre commercial. Par exemple, moi, je fais des remises de 5% pour ceux qui portent la carte Carrefour. Ils sont plusieurs millions de nos clients. On a un objectif d'atteindre 14 millions de clients. Et donc, on a cette dynamique-là, 5% de remise sur l'essence à travers la carte Carrefour. D'autres ont d'autres mécaniques. Et c'est efficace pour baisser les prix alimentaires, mais aussi sur l'essence. Sur l'étiquetage et l'information, vous avez absolument raison. Tout ce qui donne de l'information sur l'origine des produits et sur l'origine à la fois géographique et même sur l'identité nutritionnelle est essentiel. Nous, on a annoncé que, par exemple, nous allions étiqueter sur la marque Carrefour lorsque les produits sont ultra transformés, de manière à ce que le client se dise, quand j'achète ce produit, je sais que c'était que des ingrédients simples ou alors c'est des ingrédients ultra transformés. Il faut donner de l'information à nos clients, à la fois sur l'origine géographique et sur l'identité nutritionnelle. Merci, monsieur le président directeur général. Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, monsieur David Topiac, vous avez la parole, monsieur le député. Merci, monsieur le président directeur général.
Les négociations commerciales sont terminées depuis le 1er mars et les industriels nous remontent déjà des informations sur des dérives qu'ils ont constatées avec les centrales d'achat. Sur des pratiques déloyales pour contraindre les industriels à négocier coûte que coûte, notamment avec des arrêts des réductions anormales de commandes ou des déférencements partiels ou totaux. Également des déflations sur les prix, alors que les industriels arrivaient avec des petites hausses de 3%. A priori, nous sommes sur une déflation sur une majorité des négociations, alors que vous annoncez vous-même une augmentation, une inflation dans vos rayons de l'ordre de 1%. Le respect également de la sanctuarisation de la matière première dans la construction du prix qui s'est effondré en 3 ans et divisé par 2,5 si on constate les chiffres de cette année. Et un refus de la prise en compte de cette matière première dans les négociations commerciales dans une majorité des cas. Des plans d'affaires également dont les volumes ne sont pas garantis, des perspectives qui ne permettent pas d'ajuster pour les industriels des prix à la baisse. Et puis enfin, de manière générale, une aggravation de toutes ces pratiques sur les centrales d'achat qui sont basées à l'étranger et qui échappent au droit français. Les contrats prévoient en effet exclusivement l'application du droit du pays d'implantation de la centrale d'achat, alors que la loi française impose bien que les produits vendus en France doivent respecter la loi française. Alors, je prendrai le document d'enregistrement de 2024 dans lequel vous écrivez qu'en 2024, face à une crise agricole majeure en France, Carrefour a réaffirmé son engagement vers les agriculteurs. Le groupe a exprimé son soutien aux mesures législatives qui amèneront plus de transparence dans les relations entre le monde agricole, l'industrie et les acteurs de la grande distribution, et s'est déclaré favorable à l'intégration des coûts de production dans la formulation des prix, dans la mesure où cette approche s'impose à tous. Il s'est également engagé à la transparence tarifaire et un observatoire des marges et des prix pour mieux comprendre les répartitions de la valeur, à condition là aussi que tous les acteurs y soient associés. Donc sans faire preuve de suspicion, mais plutôt de transparence, monsieur le PDG, pourriez-vous nous donner vos chiffres sur le bilan des négociations et cet écart que nous constatons entre les informations remontées des industriels agroalimentaires et de vos engagements RSE au sein de l'entreprise, afin que nous puissions avoir une vision claire de la réalité des choses sur l'évolution des prix, des volumes et la sanctuarisation du prix de la matière première agricole. Merci, monsieur le député. Monsieur le député, je vous remercie de relayer avec beaucoup de soin les propos des grands industriels agroalimentaires mondiaux, d'ailleurs. Est-ce que vous savez ce qui se passerait si je ne négociais pas? Admettons, je ne négocie pas. Je prends ce que vous appelez les 3 à 5% qui me sont présentés quand ils arrivent en négociation. Qu'est-ce qui se passerait sur les prix? Je ne peux pas les endosser. Ça veut dire que l'inflation serait de 5%. Je crois qu'aucun de nos concitoyens souhaite que l'inflation alimentaire soit de 5%. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que c'est mon rôle? Négocier, vous avez raison. Ce n'est pas un vilain mot. Négocier, mais contrairement à ce qu'on vous a dit, je ne négocie pas avec les producteurs et je ne négocie même pas d'ailleurs sur la matière première agricole. Dans les centrales d'achat, comme je vous le disais, je négocie avec 45 acteurs mondiaux. Si je vous donnais la liste des 45 acteurs mondiaux, vous verriez qu'il n'y en a aucun d'entre eux sur lequel vous seriez très inquiet du futur. Et d'ailleurs, vous vous diriez, mais quel est le lien avec le monde agricole? Et vous auriez raison. Henkel, Procter & Gamble, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Heineken, le lien avec la matière agricole française est assez limité. Et je revendique le fait que quand je discute avec eux, je dois bien négocier parce que je dois rendre du pouvoir d'achat. Si je ne négocie pas, les prix explosent. Et donc, je continuerai à négocier dans les centrales d'achat avec les grands fournisseurs mondiaux et à ne pas négocier la matière première agricole. En revanche, je reprends absolument votre point et vous avez tout à fait raison, la transparence est essentielle. Pour que la transparence soit là, il faut que nous connaissions le prix de la matière première agricole. Et si je peux me permettre, il faut que la matière première agricole soit française. Et puisque vous allez bientôt légiférer, je vous demande d'être très vigilant au fait qu'il est assez illogique que je ne négocie pas la matière première agricole polonaise, allemande, italienne pour des produits qui pourraient venir en France. Donc assurez-vous que les industriels agroalimentaires nous donnent bien à la fois la valeur de la matière première agricole et que cette matière première agricole soit française. Après, sur le résultat des négociations, comme vous l'avez parfaitement compris, c'est une donnée concurrentielle un peu importante, mais je vous ai dit, les prix augmenteront très peu, avant en tout cas éventuel retour de l'inflation, mais j'espère qu'elle sera très faible. Aujourd'hui, nous sommes entre 0 et 1%.
Merci, Monsieur Bompard. Pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine, Monsieur Julien Brugerolles, vous avez la parole, Monsieur le député. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président Bompard, je dois vous dire que votre audition laisse un sentiment assez clair, c'est celui d'un décalage entre votre discours lissé et puis la réalité vécue par vos salariés, par les consommateurs, par les agriculteurs et par les fournisseurs. Bon, vous avez redit que la grande distribution était souvent vue sous l'angle de la suspicion, diabolisée, mais on parle d'un secteur qui joue un rôle absolument central dans la formation des prix, notamment alimentaires, alors que les Français ont subi une très forte hausse des prix depuis quelques années et que ça accentue les inégalités sociales dans le pays. Alors, je voudrais revenir sur deux points qui ont été déjà abordés par mes collègues, mais le premier point, la question de la répartition de la valeur et de votre stratégie financière. Vous affirmez régulièrement que vous avez des marges nettes très faibles, au niveau d'1%, même vous l'avez redit lors de la commission d'enquête sénatoriale. Mais dans le même temps, dans le cadre de votre nouveau plan stratégique Carrefour 2030, vous annoncez un objectif très clair d'augmentation de votre marge à horizon 2030, la poursuite d'une stratégie de conquête de marché et surtout, vous promettez une politique démesurée de rémunération des actionnaires avec des distributions de dividendes en forte croissance qui représenteraient entre 50 et 60% du résultat net. C'est dans votre plan. Ma question est simple. Où allez-vous donc chercher ces marges supplémentaires et cette politique de rémunération des actionnaires? Sur les prix payés aux consommateurs, sur la rémunération des producteurs agricoles ou sur les fournisseurs, notamment nos TPE, PME et ETI françaises? Sur le terrain, ce que nous disent ces acteurs est très différent de votre discours. Ils nous parlent de pression dans les négociations, de services imposés qui représenteraient jusqu'à 40 voire 50% du prix et d'un rapport de force profondément déséquilibré. Ma question est simple, avez-vous des éléments complémentaires à nous apporter face à ces remontées? Deuxième point, ça a été précédemment abordé, la question du modèle social et de l'exploitation de plus en plus de magasins en franchise ou location-gérance. Là aussi, c'est dans votre plan avec une accélération sans précédent de la franchise. Vous le dites comme un outil de sauvegarde des magasins, voire de l'emploi, vous venez de le réaffirmer. En réalité, chacun sait ici qu'elle permet surtout de sortir les salariés du cadre social du groupe, avec à terme une remise en cause de leurs droits. La question est très politique, Monsieur Bompard. Votre stratégie d'amélioration de la rentabilité repose-t-elle, oui ou non, sur une baisse du coût du travail, une externalisation des risques et des suppressions d'emplois? Pouvez-vous nous donner vos engagements en matière d'emploi d'ici 2030? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Merci, Monsieur le député. Je ne vais pas revenir sur la réponse sur les centrales, bien que je puisse vous en redire un mot. Nous n'imposons jamais aucun service. Je vous le redis, ça concerne 45 multinationales mondiales, dont je me félicite que vous vous intéressiez à elles. Les noms ne vous inquiéteraient pas trop sur leur avenir. Et par ailleurs, même à ces multinationales, évidemment, nous n'imposerons jamais aucun service. Ça n'existe pas. D'ailleurs, il y a des grandes multinationales qui sont présentes chez nous, qui ne prennent pas nos services. On a une activité de service, c'est un peu loin à vous expliquer, qui s'appelle CWT. Et bon nombre d'entre elles ne choisissent pas cette activité, cette centrale de prestation de services. D'autres la choisissent. Et en tout cas, ces 45 grandes multinationales mondiales qui ont recours à cette centrale d'achat et à cette organisation par centrale d'achat. Après, sur votre question... Je comprends parfaitement votre point sur la franchise. Je sais les inquiétudes qu'elle provoque, évidemment. Après, encore une fois, moi, je suis absolument convaincu que le plus important, c'est de conserver les emplois sur le terrain. Et quand vous avez des magasins qui, pendant une décennie, perdaient 5, 7, 10 millions d'euros, la réalité, c'est que soit vous fermez ces magasins, soit vous les conservez. Quelquefois, on les a conservés dans le cadre Carrefour. On est arrivé à les sauver. Quelquefois, on s'est dit le seul moyen de les sauver, c'est la location-gérance ou la franchise. Ne diabolisons pas ces entrepreneurs franchisés. Ils font leur métier. Non, j'ai bien compris. Non, c'est pas vrai, Monsieur le député. Vous les diabolisez quand vous... pardonnez-moi. Non, Monsieur Ruffin. On laisse Monsieur Bompard terminer son propos. Et Puisque tout à l'heure, vous m'avez donné des exemples extrêmement précis. Tout à l'heure, vous m'avez donné des exemples de ce qui se passait dans les magasins. Quand ils sont gérés par des franchisés, c'est les franchisés que vous mettez en cause, c'est l'entrepreneur qui les dirige. Ils ne méritent pas ça, ces franchisés. Non. Excusez-moi, monsieur le député. Ce sont des entrepreneurs qui font leur métier, comme chez Leclerc, comme chez Intermarché, comme chez exactement de la même manière. Ils font leur métier. Après, monsieur le député, vous posez une question sur laquelle on peut avoir un débat, évidemment, qui est un débat important, qui est la question de la répartition de la valeur, qui est une question sur laquelle on a évidemment
pas tout à fait d'accord, vous et moi. Moi, mon objectif, ma mission, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre la rémunération des salariés, la participation et l'intéressement, et la rémunération des investisseurs, parce que j'ai besoin d'avoir des investisseurs qui choisissent Carrefour, parce que plus Carrefour est puissant, plus Carrefour se développe, plus Carrefour investit. On n'a pas la même vision sur ce sujet-là, mais c'est comme ça que j'essaye de trouver le bon curseur. Merci, Monsieur le Président, Directeur Général. Nous en avons fini avec les orateurs des groupes. Nous allons passer aux questions individuelles en 1 minute. J'ai à ce stade Monsieur Martin, Mme Lepé, Monsieur Pilato, Monsieur Potier, Monsieur Tavernier, Madame Laporte, Monsieur Buchou et Monsieur Lecamp pour une redite. Très bien, nous commençons par Monsieur Martin. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président Directeur Général, le groupe Rassemblement National avait déposé lors de sa niche parlementaire, par l'intermédiaire de ma collègue Hélène Laporte, une proposition de loi visant à rendre systématique l'information sur les origines des denrées alimentaires par étiquetage pour renforcer la transparence sur l'origine des produits et permettant aux Français de privilégier la production nationale dans une dynamique de promotion du localisme. La signature du traité de libre-échange avec le Mercosur et d'autres, comme dernièrement l'Australie, va inonder notre pays de produits agricoles ne respectant pas les mêmes normes que celles imposées à nos agriculteurs en grande souffrance face aux multiples crises dont ils font face au quotidien. La grande distribution sera un canal majeur d'entrée des produits issus de ces traités de libre-échange, qu'il s'agisse de produits bruts ou de produits transformés contenant des ingrédients importés. Quelle sera votre action auprès des fournisseurs industriels pour lutter contre la présence de ces produits dans les aliments transformés au sein de vos rayons? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Monsieur Bompard. Je vous ai répondu pour Mercosur, et vous avez raison pour le nouveau traité australien. On n'a vraiment pas l'intention de développer des produits australiens dans nos magasins. Ça, il peut y avoir un jour tel ou tel produit, mais ce serait vraiment très marginal. Après, vous avez raison, la question, c'est les industriels et les produits transformés. C'est une très bonne question. Et on a beaucoup d'échanges avec eux pour avoir l'identité, l'origine des produits. Et il faut être extrêmement vigilant à ça, parce que derrière, quelquefois, il nous arrive de voir des packagings de produits qui sont censés être Union européenne, voire France, et de se rendre compte que dans les produits, à l'origine de ces produits-là, il y a des produits qui viennent d'autres territoires. Et donc, c'est un dialogue qu'on a avec eux. Parfois, il fait partie aussi des dialogues offensifs que vous dénoncez, mais qui font partie de notre mission. Merci. Madame Lepé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Bompard, la succession des crises récentes sanitaires, géopolitiques ou climatiques a profondément réinterrogé notre modèle alimentaire et mis en lumière notre vulnérabilité sur certaines productions. Dans le même temps, de nombreuses filières agricoles françaises alertent sur leur fragilisation, voire sur le risque de disparition progressive, faute de perspectives économiques suffisantes. Or, la grande distribution joue un rôle structurant, vous l'avez dit vous-même, vous avez dit mieux expliquer votre rôle. Non seulement dans la formation des prix, mais aussi dans l'orientation des débouchés et donc, in fine, dans le maintien ou non de ces filières sur nos territoires. Dès lors, au-delà des engagements affichés, quelles responsabilités concrètes le groupe Carrefour est-il prêt à assumer pour soutenir durablement la production française, y compris lorsque cela suppose d'accepter des arbitrages moins favorables à court terme en matière de prix, de marge ou d'approvisionnement? Et plus fondamentalement, considérez-vous que la grande distribution doit être un acteur actif pour la souveraineté alimentaire? Je vous remercie. La grande distribution doit être un acteur actif de la souveraineté alimentaire française. Elle l'est. Elle l'est par le fait que les approvisionnements, je le disais, je ne redonnerai pas les chiffres, sont quasi exclusivement, et notamment sur les filières que vous mentionnez, françaises. Tout ce qu'on peut faire dans ce domaine, on le fait, y compris dans les filières en crise, y compris quand il y a des épisodes, vous le savez, de surproduction. Il y a eu quelques épisodes de surproduction à la fin de l'année, notamment autour du chou-fleur, etc. Et on essaye de s'engager collectivement. On a une nouvelle charte collective qui, dès qu'il y a une alerte de la surproduction, on essaye de s'engager pour maintenir les cours. Tous les engagements qu'on peut prendre dans ces filières-là, on les prend. Est-ce que c'est suffisant pour que les filières aillent bien? Pas toujours. Mais soyez absolument certains que c'est un engagement fort que nous avons, constant. Je réitère aujourd'hui, parce que c'est essentiel pour nos consommateurs et c'est essentiel pour Carrefour, pour son modèle et pour ce qui la différencie d'autres acteurs. Merci beaucoup. Monsieur Pilato.
Un plein d'essence coûte en moyenne 20 € de plus pour celles et ceux qui prennent la voiture pour aller travailler et n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique. C'est du reste à vivre en moins. Avez-vous des moyens de pression réels dans les négociations avec les raffineurs qui multiplient leurs marges par 4 en ce moment, et ce, afin de protéger les consommateurs ? À cause des conflits au Moyen-Orient, quels sont les produits de première nécessité qui, selon vous, vont voir leur prix exploser à court et à moyen terme si le conflit perdure ? Enfin, la France insoumise préconise des prix planchers pour les producteurs, le blocage des prix et l'encadrement des marges sur les produits de première nécessité, dont l'énergie. Certes, cela pénalisera vos actionnaires, mais cette approche protégerait davantage les producteurs et les consommateurs. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous répondre et vous décevoir. Ma capacité de pression sur les raffineurs et à l'achat est nulle. Il y a une cotation mondiale en ce moment du prix du gasoil et de l'essence. Je le négocie tous les jours. Je prends le prix, le cours du jour et je l'applique. Et c'est tout. C'est tout ce que je sais faire. C'est très différent de ce que j'arrive à faire dans le modèle agroalimentaire. Vous le voyez, sur l'essence, c'est la seule chose que je suis capable de faire. Négocier tous les jours, prendre le cours et puis ensuite le répercuter. Vous savez que dans le prix de l'essence, ou du gasoil d'ailleurs, sur un prix de 2 €, 60% vient des taxes, 60% vient des taxes et des contributions aux certificats énergétiques. Donc 60% c'est de la taxe. 20% à peu près c'est le prix lui-même. Et le reste, c'est le transport, la distribution, etc., etc. Et donc aujourd'hui, quand on parle du prix de l'essence, évidemment, c'est ces différents blocs qui contribuent au prix de l'essence. Mais je n'ai pas de capacité de négociation. Je prends le prix tel qu'il est. Comme vous l'avez parfaitement compris, je suis en général assez cohérent. Je suis absolument convaincu que tout schéma de prix plafond, prix plancher, d'encadrement des marges, etc., ne va pas dans le bon sens. Et qu'il faut laisser les acteurs mener leur concurrence et faire baisser les prix ensemble par le jeu de la concurrence. Merci, Monsieur le Bompard. Monsieur Dominique Potier. Monsieur le Président, je ne peux que vous inviter à inviter la rapporteure de la commission d'enquête du Sénat, Antoinette Gull, qui a levé le capot de la réalité du partage de la valeur avec la grande distribution. C'est extrêmement intéressant. Les premières informations qu'on a eues sont extrêmement intéressantes. Ça va clôturer ce cycle d'audition. Enfin, pour une fois, je ne vais pas défendre le revenu des paysans, mais celui des salariés de Carrefour. J'ai déposé au nom des socialistes une proposition de loi sur le facteur 12. On ne déduisait pas de l'IS, ce qui était au-dessus de 12 fois le salaire des 10% des salariés les moins bien payés dans l'entreprise. Et ça avait un facteur de redistribution potentiel de l'ordre de plus de 200 €, 233 € exactement, sur les 2 premiers déciles de l'entreprise. Pouvez-vous nous dire les écarts de salaire dans votre entreprise, sans tenir compte du phénomène de désintégration qu'a très bien décrit par le haut et par le bas, qu'a décrit François Ruffin? Quels sont les écarts de salaire? Quels sont le revenu moyen des 2 premiers déciles? Et quel serait, le cas échéant, l'effet de redistribution si ce partage de la valeur au sein de l'entreprise était effectué? Merci, Monsieur Potier. Merci, Monsieur le député. Vous ne m'en voudrez pas. Je vous donnerai l'ensemble de ces éléments parce que je n'ai pas totalement les conséquences de votre proposition sur les salaires chez Carrefour. Peut-être vous dire 2 choses sur les salaires chez Carrefour. D'abord, depuis ces dernières années, les salaires chez Carrefour, les négociations annuelles que nous menons aboutissent à un salaire qui progresse plus vite que l'inflation. Les salariés chez Carrefour dans notre secteur, c'est d'ailleurs pour ça que parfois on souffre d'un déficit de compétitivité, sont plus élevés que dans le reste du secteur. On paye sur 14 mois et le niveau de salaire est plus élevé que dans d'autres secteurs. C'est un leg à la fois historique que j'ai poursuivi à travers des négociations annuelles qui sont plus favorables que l'inflation. Mais on vous donnera l'ensemble des éléments que vous demandez sur les déciles et les conséquences de votre proposition sur une société comme Carrefour. Exactement, je vous les communiquerai. Monsieur Boris Tavernier, pardon. Merci Monsieur le Président directeur général. Le 18 février dernier, vous présentiez votre plan stratégique. Ce plan prévoit notamment de truffer vos magasins d'IA. Concrètement, l'objectif est que d'ici 2030, tous les supermarchés et hypermarchés Carrefour soient équipés d'étiquettes électroniques et de caméras sur rail pilotées par IA. Pour cela, vous venez de signer un contrat de 150 millions d'euros avec Vision, une entreprise spécialisée dans le domaine. Votre groupe se veut rassurant, ces étiquettes électroniques et caméras pilotées par IA ne serviront qu'à lutter contre le gaspillage, être plus réactifs sur les promos et éviter les erreurs de prix. Soyons honnêtes, elles vous serviront aussi à remplacer quelques employés de mise en rayon. Pour autant, dans le communiqué publié par Vision,
Il est précisé qu'elles serviront aussi à, je cite, une mise à jour en temps réel des prix. Cela ouvre des craintes. La mise en place d'une tarification dynamique appuyée sur l'IA. Autrement dit, des prix qui changeraient en rayon en fonction du profil des clients et de l'analyse de leur comportement. Être traqué par des IA quand on fait nos courses, je ne suis pas sûr que ce soit ce à quoi aspirent les consommateurs. Alors, Monsieur Bompard, pouvez-vous nous confirmer que jamais Carrefour n'utilisera dans ses magasins et sur ses plateformes de vente en ligne une tarification dynamique basée sur l'IA et sur la surveillance des clients? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. D'abord, félicitons-nous qu'une entreprise française, Vusion, soit une entreprise qui est choisie par les plus grands acteurs mondiaux. Vous citiez Carrefour, mais avant Walmart, aux États-Unis, a développé la technologie de Vusion. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire, cette technologie? Vous l'avez très bien abordé. Par des rails connectés, par des caméras qui sont placées sur les produits. On ne voit pas le client, bien sûr, mais sur les produits. Elle nous permet en temps réel de régler des problèmes opérationnels forts que nous avons et qui sont des irritants pour nos clients. Par exemple, la rupture. Vous arrivez devant un rayon, il y a une rupture de produit. Cette technologie-là nous permet de la détecter et donc immédiatement, on a un de nos collaborateurs qui vient remplir le rayon. Par exemple, les incohérences de prix. Très souvent, nos clients nous font remonter, c'est un irritant majeur, une différence de prix entre ce qu'ils ont dans un catalogue et ce qui est appliqué dans le magasin, etc. On fait des erreurs de prix. Ça nous permet de corriger en permanence ces erreurs-là. C'est-à-dire tout ce qui fait que nos magasins ne sont pas optimisés pour nos clients. La tarification dynamique, elle existe déjà. Les prix changent plusieurs fois par jour dans l'e-commerce. C'est la logique même de l'e-commerce. Et dans les magasins, il y a des évolutions de prix. La semaine dernière, j'étais dans un pays où le prix, rassurez-vous, pour d'autres raisons macroéconomiques, change plusieurs fois par heure. L'Argentine, le prix bouge en permanence. Et donc, nous, ce qu'on veut, évidemment, le prix ne va pas bouger plusieurs fois par jour en France, mais c'est d'avoir une fixation des prix qui soit très dynamique en fonction de l'évolution et du potentiel du magasin, et surtout corriger toutes les incohérences opérationnelles que les clients détestent. Tout ce que les clients ne supportent pas, cette technologie et qui va s'appliquer pour nos collaborateurs et qui va leur faciliter la tâche. Il n'y a rien de pire aujourd'hui pour des collaborateurs de faire le tour des magasins et d'essayer de relever où sont les ruptures. Grâce à cette technologie, ils pourront le savoir en permanence. Voilà donc pour cette audition d'Alexandre Bompard devant la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. C'est la fin de cet épisode, vous pouvez le revoir sur lcp.fr. Nous, évidemment, on reste au cœur de l'Assemblée et du travail parlementaire. À bientôt pour le prochain épisode.